Gros week-end. Donc c'était un marathon radiophonique parce que excentrique, René, Sandy, Alex, Marshall et donc ses équipiers, ses collaborateurs, ses chroniqueurs favoris, ses chouchous favoris qui accompagnent nos émissions. Cette magie marathonienne qui vous dit que mobilisez-vous pour le Téléthon. La maladie, c'est important. Être bien dans sa peau, être bien dans son corps, être bien dans son esprit. Si vous avez la santé, vous pouvez aller travailler. Si vous ne pouvez pas travailler à cause de santé, voilà. Donc il y a tout un jeu qui fait que on a besoin d'être en forme pour pouvoir évoluer, avancer dans la vie. Parce que mon avis personnel, c'est que si vous n'êtes pas très bien, si vous avez des soucis de santé, comment voulez-vous après faire face à des complications, des rencontres difficiles, des soucis, des problématiques? On essaye de vous apporter des solutions, des conseils, des aides de façon à vivre mieux. Vivre dans sa peau, c'est important. On n'a qu'une vie, il faut la préserver, il faut se ménager, mais il faut aussi avancer. Il faut avoir tout simplement être en forme et accepter son soi. Et donc il faut se mobiliser. Voilà, pour en revenir au sujet du jour, il faut se mobiliser pour la recherche, pour la santé, pour les myopathies, pour le Téléthon, parce que même si l'émission est arrivée à sa fin, le numéro don est toujours ouvert. Vous êtes bien dans l'émission Excentrique avec Tonton René, Alex et puis Sandy, qui me font la joie, l'honneur et l'amitié de m'accompagner les dimanches après-midi quand ils sont disponibles. Je les en remercie. Et nous avons de suite, pour entrer dans le vif du sujet, alors donc vous inquiétez pas, ce sera un coup Téléthon, un coup Sida, parce que les deux causes sont d'actualité, sont importantes à souligner et à rappeler qu'il faut donner pour la recherche, combattre le fléau de la maladie. Et donc nous avons quelqu'un en ligne. Allô ? Oui, bonjour. D'accord. À qui ai-je l'honneur, hein? Alors, écoute, moi je suis donc Bernard de Grenoble. Salut Bernard. Salut Bernard. Un habitué des Quality. Bonjour tout le monde, bonjour les garçons. Ça va? Donc, dis, au niveau du Téléthon, tu avais une question au niveau des maladies, parce que... J'ai une amie sur Facebook, donc je ne dirai pas son nom parce qu'elle ne m'a pas permis de le faire. D'accord. Elle me dit, moi je suis atteint de la neurofibromateuse de type 1, voire 2. Et donc j'ai posé la question, mais elle n'a pas su me répondre à la question, donc elle ne connaît pas donc la maladie. Et donc j'ai une autre personne aussi qui m'a répondu aussi. C'est elle me dit, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est la neurofibromateuse. C'est une maladie orpheline, donc c'est une question qu'elle pose. Et moi j'ai fait un AVC, voilà. Et je voudrais un peu comprendre tout ça et dire s'il y a quelqu'un, s'il y a des fois des personnes qui peuvent répondre à cette question, je serais ravi parce que il y a tout un tas de choses qu'il faudrait peut-être connaître, ou même des gens qui ont une maladie qui ne sait même pas, qui ne sait pas ce que c'est cette maladie et qu'on leur peut-être même pas non plus expliqué. Mais c'est vrai que j'ai regardé sur Internet et franchement, il n'y a rien sur cette maladie. Et pourtant, écoute, Sandy a regardé un petit peu ce qu'était cette neuro-maladie et il va t'en dire quelques mots. Alors j'ai trouvé, cette affection héréditaire se transmet selon le mode autosomique dominant. Il suffit que l'un des deux parents porte l'anomalie génétique pour que l'enfant ait la maladie et possède une expression variable suivant les individus, ce qui signifie qu'il est impossible de prévoir le degré d'atteinte dont la maladie génétique est responsable. La maladie, alors parce qu'en fait il y a une autre signification, la maladie des Reckling-Gossen est classée parmi les phacomatoses et neuroectodermoses,
qui ont en commun la présence de petites tumeurs ou de kystes situées en diverses zones du corps et en particulier au niveau du système nerveux. La neurofibromatose de type 1 touche toutes les races avec une incidence 1 sur 3000 naissances. On distingue des formes sévères et des formes légères avec seulement quelques taches de couleur caféolée apparaissant sur la peau et des nodules. Petite tuméfaction dure située dans la peau du nom de Lich. Est-ce que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose tout ça. Hein. Alors son évolution est complètement imprévisible, ce qui complique la surveillance des sujets atteints et rend le pronostic très difficile. Le gène de la neurofibromatose de type 1 a été localisé le chromosome numéro 17. Il synthétise une protéine, la neurofibromine. Cette maladie est d'évolution lente et s'accompagne de tuméfactions apparaissant au niveau de la peau, fibrome, névus, molluscum, de tumeurs des types nerveux, des tumeurs des nerfs, comme les gliomes, et de taches colorées de la peau appelées taches caféolées. On rencontre par ailleurs chez ces maladies des tumeurs des viscères, des adénomes endocriniens, des dysplasies diverses, des altérations du squelette et parfois de troubles mentaux. Alors les symptômes, la neurofibromatose touche de nombreux organes, principalement la peau et le système nerveux. Voilà, en gros ce que c'est la neurofibromatose. Voilà. Est-ce que ça a répondu à tes questions, Bernard? Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à toutes ces maladies qu'on ne connaît pas, parce que souvent, on aimerait un peu connaître un peu tout ça. Et c'est vrai que quand je l'ai eu hier soir sur Facebook, peut-être qu'elle peut aussi se poser un peu la question aussi. Et quand elle me dit de type 1 voire 2, c'est quoi la différence entre le 1 et le 2? Alors, grade 1, sévérité minime, grade 2, il y a même un grade 3 qui existe. Hein. Sévérité moyenne, alors le grade 1, T caféolée, peu nombreuse, sans aucun retentissement esthétique. Le grade 2, c'est le tache caféolée avec un retentissement esthétique minime. Les neurofibromes, alors c'est vrai que c'est des termes médicaux, donc je m'excuse par avance, avec un léger retentissement esthétique et fonctionnel, difficulté scolaire minime sans retard mental. Léger trouble du comportement aussi. Et le grade 3, il est sévère, problème de gravité minime, multiple et étendu, tache caféolée ayant un retentissement esthétique modéré, neurofibrome ayant un retentissement esthétique et fonctionnel modéré. Voilà, en fait, il n'y a pas 2 grades, mais 3 grades. Mais est-ce que c'est une maladie orpheline? Voilà. Oui, c'est ce qui est, je l'ai dit au début. C'est une maladie, mais est-ce que c'est vraiment une maladie? Oui, c'est reconnu en tant que tel, Bernard. Alors, le type 2, je l'ai. C'est une maladie génétique se caractérisant par le développement de tumeurs bénignes. Excusez-moi pour les noms parce que c'est très médicaux tout ça. Schwannon, vestibulaires bilatéraux. Bien que ces tumeurs nerveuses soient bénignes, le nombre et la localisation de celles-ci entraînent une morbidité et une mortalité significative puisque l'âge moyen de décès est de 36 ans. On parle du type 2 là, hein, chez les individus atteints. La neurofibromatose de type 2 est une phacomatose dont le mécanisme est un problème de différenciation de tissu ectodermique chez l'embryon. Donc tu vois, chez l'embryon, donc c'est bien orphelin. Oui, c'est orphelin, c'est... Le type 2, apparemment, c'est mortel. Hein. Autre chose sur le Téléthon, tu as eu l'occasion de regarder un peu hier soir l'émission spéciale de variété qu'ils ont fait à 20h30. Tout à fait, ouais. C'est que j'ai aussi un peu envoyé des messages un peu avec Sandy, et puis au moment où je me suis un peu mélangé dans tous les chiffres. Et donc d'abord j'ai mis un peu les messages, j'ai dit voilà, là, je crois que je me suis un peu mélangé, et voilà. Mais c'est vrai que là j'ai vu quand même qu'on est arrivé à peu près à plus de 86 000 euros. 86 millions plutôt, parce que 86 000... Voilà, donc attends, on va donner après les chiffres, oui. On va donner les chiffres après, parce que je compte vous passer le générique Téléthon pour accompagner le coup, quoi. Et puis donner le bilan un petit peu de la soirée. Et
toujours dire que, eh bien, faites encore le 36-37, le fameux numéro don, comme je l'ai souligné hier dans l'émission Equality, dans ce marathon radiophonique qui dit que bougez-vous le corps, bougez-vous les idées, bougez-vous les neurones, donnez pour la recherche, pour le matériel médical, donnez pour le sida, pour les avancées des thérapies, des évolutions pour combattre des myopies. Toutes les maladies sont malheureusement à combattre et pour ça il y a du travail. Et ce travail-là, ce n'est pas gratuit. Il faut des aides, il faut des accompagnements, ça coûte extrêmement cher et ils essayent les uns et les autres, les institutions, à gérer au mieux leur budget parce que rien n'est facile, rien n'est simple. La crise est là, des efforts sont faits. Encore, c'était mieux que l'an dernier. Et voilà, donc Bernard, on se bouge pour essayer de faire partager ces moments de danse, ces moments qui sont annuel parce que malheureusement c'est tous les ans qu'il faut remettre le tapis, remettre le couvert comme on dit, que ce soit aussi pour les restos du cœur. J'ai pas mal de musique sur le resto du cœur qui vont dérouler que je vais vous proposer tout au long de cet après-midi. Solidays, des musiques de SIDAction, de l'urgence Haïti, toutes ces causes là qui le Sumani, tout ça qui doivent l'accompagnement de l'humanité au service du bien-être, de la vie de tous les jours. Et en France, nous sommes très 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 heureux par rapport aux pays voisins, aux pays pauvres. Et donc l'accompagnement, elle est quotidienne. Les musiques que je mets sur mon mur, je m'en sers d'accompagnement de mes émissions parce que Excentrique, c'est aussi un accompagnement de l'association HSB dont je suis président et militant. C'est une association de solidarité vers les homosexualités avec un S. Et donc ces homosexualités, elles sont vers les LGBT, vers les... là, il y a eu un débat hier autour des musulmans qui eux aussi ont une problématique dans leur sexualité, musulmans, homosexuels, étrangers et des fois sidéens. Donc c'est quand même pas mal et lourd à gérer. Donc toute cette solidarité autour des différentes homosexualités, sexualités, parce que ça va aussi des transgenres, ça va ça va sur les cuirs. C'est pour ça que moi je dis HSB, homosexualité, solidarité. Allez, Bordeaux. Essaye encore. Parce que Bordeaux, c'est en anglais c'est solidarity. Ou Solidarity. Solidarité, non? Je pense pas que ça existe Solidarity, mais bon. Solidarité. En anglais, solidarité, en anglais, est-ce que tu connais le mot anglais de solidarité, Bernard? Non, pas du tout. Moi, je parle français, donc tu vois, je sais pas. Non, mais c'était. Ça, c'est fait. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu. C'est vrai que je suis pas allé beaucoup à l'école. Oui. C'est vrai que j'aurais bien voulu parler l'anglais et tout ça, mais je trouve ça génial parce que là, ce que j'ai pu entendre dire, quand tu as une voix vraiment très radiophonique, super. Ah, je te remercie. Très solidarité. Non, c'est pas. Solidarité. N'importe quoi. Mais je parle à la Jane Birkin, que j'aime beaucoup aussi comme artiste. Si, vous avez raison, c'est Solidarity. Tard aussi dans Téléthon. Oui. Donc elle n'était pas présente. Et je la trouve toujours aussi magnifique, cette femme. Ouais, et j'aime aussi Petula Clark, que j'aime bien aussi. Voilà, Petula Clark et tout ça. C'est toute ma génération à moi. C'est pour ça que cette passion-là, c'est une passion musicale que je vous partage dans Excentrique. Et c'est le fondement, enfin, c'est la base que je veux vous transmettre et me greffer autour de cette mouvance musicale, tout ce qui va être actualité, divertissement, information locale, parce que bon, on sait où sont les studios, d'où l'on est, et donc voilà, donc c'est le partage. C'est une émission de solidarité et de partage également. Et puis simplement dire
un petit mot simplement pour le Téléthon. Eh ben, il faut toujours continuer encore à donner vos dons, à donner des dons. Et donc le numéro de téléphone est toujours le 36 37. Voilà. Il faut savoir que sur Bordeaux, c'est plus de 12 000 € qui a été retenu. C'est les plateformes de chaque ville. J'ai expliqué un petit peu que les personnes qui ont fait un don, en disant que vous vont recevoir un courrier comme quoi pour confirmer le don que vous pouvez régler par carte bancaire, par virement bancaire, par chèque, par mandat. Vous allez mandat cash, mandat compte aussi, ouais. Mandat compte, mandat cash. Et que sur la place de Bordeaux, donc à Mérignac, il y avait un plateau pour tout ce qui est notre région, notre localité. Et c'était donc 12 000 €. Après, je sais que Sandy, tu as des informations. Oh, j'ai plein de choses à dire. Oh là là, parce que j'ai vu la soirée. Bah déjà, j'ai été très inquiet au début de soirée quand même, parce que le compteur avait du mal à monter au début. Il avait du mal à monter. Il a atteint 60 millions. Ah bah si on n'arrive même pas à faire notre bilan, il était à peine à 60 millions à 22h. On s'est dit que mince. Allô. Est-ce que Gégé, tu nous m'entends? Oui. Alors. Déjà, tu pourras faire le bilan du Téléthon avec nous, comme ça tu l'as vu hier soir ou pas en entier? De quoi? Bah le Téléthon bien sûr. Le Téléthon. Qu'est-ce qu'on peut regarder le samedi soir, le 3 décembre? Le Téléthon quand même. Oui, alors écoute, je l'ai mis et épuisé par ma maladie, je me suis endormi. Je me suis endormi aussi malheureusement parce que j'étais trop fatigué. Ouais. Mais bon, il y a eu. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Mais au niveau du bilan, alors il y a plein de choses à dire. C'est que d'abord, on a eu très peur au niveau du compteur au départ parce qu'il avait du mal à grimper, puis ça s'est arrangé vers minuit. Ah, mais ça va alors. Ça va exploser, et puis finalement. Mais par contre, il faut pas oublier un détail, parce qu'il a peut-être été à 86 millions, mais à 2h du matin. C'est-à-dire qu'ils ont pris 1 heure de plus, quand même. Normalement, ils devaient finir à 1h30, et ils ont fini à 2h. Il faut pas l'oublier, ce petit détail, parce que normalement, c'est censé être 30 heures. Et là, ils ont mis 1 heure de plus. Oui, plus de 30 heures d'animations diverses. Ils disent que cette première fois cette année, toutes les chaînes se sont réunies pour cet événement. Il y avait Sophie Davant, Nagui, qui était un maître de cérémonie quelque part, et donc ils sont très contents de leur participation, quoi. Alors au niveau des bilans, ce que j'ai beaucoup retenu, c'était les pompiers. Je sais pas si tu as vu les pompiers, ils étaient 40 000 au total en France. Se mobiliser, ils étaient 40 000 en France. Et sur le plateau, ils étaient 300. Ils étaient 300 sur le plateau. Ils ont ramené un chèque de 1,5 million €. Oh là, formidable. Les pompiers, rien que les pompiers, 1,5 million €. Ouais. Ça j'ai adoré. Après, j'ai vu, il y avait les grands magasins, parce qu'on en a beaucoup parlé hier de ça. C'est un truc qu'on va beaucoup recommander, parce que c'est quelque chose de bien. Auchan, les grands magasins il y a eu 17 marques au total, si j'ai bien entendu hier. 17 marques partenaires qui se sont mobilisées dans les grands magasins, tout ça. Il y a eu 430 000 € de dons au total, et ils ont rajouté 63 000 € par rapport les marques ont rajouté 63 000 €. Et la Force T, par contre, j'ai pas vu si ils étaient arrivés. Tu les as vus, toi, la Force T, ils ont fait 830 000. Ouais, putain. Force T, tout le monde sait ce que c'est, Force T. Ça monte. Moi-même, je ne sais pas. Force T, c'est des bénévoles qui font les manifestations. Tous les bénévoles qui font les manifestations à l'extérieur. C'est toutes les manifestations qu'il y a eu à l'extérieur, des manifestations des sportifs, même des bénévoles, tout ça qui des bénévoles. Et ils ont fait 800, un peu plus de 830 000. Et il y a un truc qui m'a fait rire. Alors ça, je crois que c'est la première fois que ça s'est passé. C'était les défitons. Ah oui, ça m'a fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont été réussis. Ça, c'était pas mal le coup des défitons. C'est-à-dire qu'ils se sont donné une base, mais c'était des animateurs télé, souvent des chanteurs, des artistes. Ouais. Ils se lançaient des défis, par exemple. Alors, je me rappelle plus qui c'est qu'il y avait. Il y avait par exemple William Emergy qui fait télé. Il y a Soprano. Il a dit s'ils atteignent pas, si la somme n'atteint pas 15 000 €, il va rechanter Pac-Man. Voilà. Il va ressortir Pac-Man. Ou alors j'ai vu quoi aussi. C'était quoi il y a des défitons. Ah, c'était Soprano qui est fan de l'Olympique de Marseille, de l'OM. Il a dit que si une femme n'atteint pas, il portait le maillot du PSG. Voilà. Ça, c'était excellent, ça. Et qu'il le portait. Et ce qu'il faut préciser, ce que je voulais préciser, c'est que aussi pour l'élection de Miss France. Oui, mais moi, je vais te dire, j'ai regardé un peu, j'ai rien entendu. Hein. Le défi que Gad Elmaleh a lancé à la gagnante
de Miss France, c'est qu'elle devait, si la gagnante devait annoncer le 36-37. Et ça a été réussi. Ça devrait être fait plus ça a été réussi parce que en fin de compte c'est la Miss Alsace. Ouais. C'est Miss Alsace qui a gagné et elle l'a annoncé. D'accord. Voilà. Et ça c'est, je trouve que même les chaînes concurrentes comme TF1, comme tout ça, c'est très bien qu'ils se mobilisent aussi. Ouais. Voilà. Bon, alors tout ça c'est très bien, mais moi je téléphonais pour autre chose. Ah, dis-moi. Alors, GG, dis-nous. Parce que hier, personne ne m'a compris. Eh non, on était partis dans des inspirations extraordinaires. Alors, oui, mais moi aussi, comme j'avais le temps, j'ai voulu faire mon petit speech, et puis ça a été raté. Je ne suis pas contre le sida. Ça vous apprendra de ne pas écouter. Hein. J'ai entendu ça hier soir. J'avais compris, c'est moi qui avais fait moi et puis Alex. Non, parce que je vais vous expliquer. Moi j'ai compris. C'est pour ça que j'ai basculé sur la fidélité de l'amour, pour faire comprendre que. Heureusement que tu me l'as expliqué hier soir au téléphone et moi j'ai mieux compris après. On n'avait pas saisi, GG. Mais GG, t'as qu'à dire qu'on est des abrutis. Alors comme c'était pendant comme c'était dans les je me demande pourquoi que moi je serais contre le sida alors que j'ai un gosse qui a 21 ans et l'autre 23. C'était pas tout à fait ça. C'était que le sida n'existe pas. Non, c'est pas ce que je t'ai dit hier soir. Je t'ai dit hier soir au téléphone qu'ils ont cru, parce que bon, moi j'ai pas entendu la conversation, j'étais avec Miguel. Oui. Ils ont compris que tu ne connais, que pour toi tu connaissais pas le sida. Et hier soir, quand de la façon que tu me l'as dit, je leur ai dit dans le bus tout à l'heure, c'est qu'à ton âge, certains ne connaissent pas le sida. Voilà. C'est ça la différence. Voilà, bon. C'est peut-être moi qui me suis très mal exprimé aussi peut-être parce que j'étais parti je sais pas où hier, donc alors je m'excuse auprès de ceux qui ont écouté, auprès de ceux qui se sont affolés et auprès de ceux qui n'ont rien compris. Voilà, non mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ils savent très bien que on se bouge pour que le sida soit éradiqué une fois pour toutes et c'est parce que moi, mes gosses peuvent très bien l'attraper. Oui, bon, je sais que Benoît il l'a pas puisqu'il a fait le test quand il a vu que sa femme, sa copine tombait enceinte. Voilà, donc ils se le sont fait faire. Bon, mais à ses risques et périls, il peut, parce que ça arrive, des gens qui se droguent et qui laissent traîner leur seringue, et ça plane dans le pied. Là, il peut attraper le sida, hein. Bien sûr, oui. Alors donc je suis tout à fait concerné. Réaction sur le chat, on t'excuse. On te dit sur le chat. Voilà, tu es pardonné. Tu es pardonné. Parce que les gens qui sont sur le chat, ils étaient là hier. Ceux qui sont sur le chat, ils étaient là hier, donc ils te disent on t'excuse. Ils nous ont accompagnés hier et je les en remercie d'être avec nous cet après-midi. Il a donné son ressenti au travers du sida tout simplement, et qu'il fallait se protéger. Comme moi je dis toujours, sortez-vous couverts, mettez un chapeau, mettez quelque chose que vous voulez, mais prenez quand même du plaisir, mais soyez responsables dans vos actes. C'est là parce que moi je vais te dire un truc, j'ai téléphoné à une personne qui a entre 70 et 75 ans. Oui, mais là quand même, c'est quand même, il y a une âge certain. Voilà. Quand je lui ai parlé du sida, puis je lui ai expliqué un peu que c'était, tu sais pas ce qu'elle m'a répondu? Ah bon, ça existe? Mais 70 ans quand même, là c'est pas 50. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, mais bon, moi j'en ai presque 60, hein. Oui, mais bon, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que les personnes d'un certain âge, ils ne comprennent pas trop parce que eux, ils se mariaient, c'était avec le même mec toute la vie, même s'il les battait, c'était avec le même mec toute la vie. Mais dans un sens, c'est pas faux ce qu'a dit Gégé. Voilà. Quand on y réfléchit bien, c'est pas stupide. Dans un sens, ça veut dire que, tu vois, le sida concerne tout le monde. Ça serait bien que les personnes âgées, apparemment, si les personnes âgées ne sont pas forcément au courant sur le sida, ça serait bien finalement aussi de sensibiliser les personnes âgées sur
ce terrain-là. Parce qu'il y a des personnes, il faut pas y croire, il y a des personnes âgées qui font des relations sur Internet. Je te le dis franchement, moi. J'en ai vu. Hein. Mais il faut aussi sensibiliser les personnes âgées parce que c'est souvent chez les jeunes que c'est concerné. Mais c'est pas faux, c'est pas stupide ce que tu dis non plus, qu'il faut aussi sensibiliser à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour le sida. Oui, je sais, mais bon, ces gens-là, ils te disent, moi ça me concerne pas. Hein. Ah bien sûr que si, ça te concerne. Pourquoi ça te concerne pas? Non, mais moi, oui. Mais t'as des personnes, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais ça concerne tout le monde, de toute façon. C'est ce que je veux dire. Il faut savoir les problématiques qui nous entourent. Oui. Parce que moi, je pense que ce serait un peu plus médiatisé, ça. Oui, encore un peu plus. On l'a dit hier. Peut-être en expliquant bien qu'il y aurait peut-être quelques donateurs de plus. Alors, c'est quoi ton idée exactement au niveau médiatique? Eh bien, c'est-à-dire qu'un jour, voilà, ils fassent un film. Il y en a des films, il y a Philadelphia, par exemple. Il y a une fauve que j'adore, qui est Cyril Le Collard, qui te montre bien que l'expression du sida et le chagrin que cette personne elle est atteinte et va disparaître, et cette mémoire qui commence à vivre, qui commence à se mettre en place, et c'est vraiment un moment et l'autre tragique. Film, et Philadelphia, tu connais pas ce film? Non. Avec Tom Hanks, c'est un film. Pourtant, je te le recommande celui-là. Ah, je vous le conseille. Ah oui, franchement. C'est vrai qu'ils auraient pu le passer quand même le 1er décembre, ce film. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu le passer. Mais je te le recommande. Ceux qui connaissent pas ce film, on le recommande franchement à 100%, quoi. Bon, parce que tu en as, ils sont concernés parce qu'ils ont eu des enfants, donc ils savent ce que c'est, ils ont des petits enfants. Bon, mais tu en as qui n'ont pas de famille. C'est-à-dire pas de famille. Ah oui, qui se retrouvent tout seuls pour affronter ça. Voilà, elles se sont mariées, elles n'ont pas eu d'enfants, et puis le mari est mort, et elles se retrouvent toutes seules, et puis quand elle était jeune, elle a été abandonnée, donc elle n'a pas de famille, peut-être que lui n'en avait pas non plus, ça fait que c'est une personne qui se retrouve toute seule, alors ça là tu parles du sida, ça ne le conserve pas, hein. Carrément. Hein. Et à cette personne âgée, c'est une question que tu as posée. Tu lui en as parlé finalement, comme elle ne connaît pas le sida, est-ce que tu lui en as parlé ce que c'est le sida? À qui? À cette personne, la personne âgée de 72 ans. Et elle a réagi comment? Eh bien, je te l'ai dit. Elle a dit, ça existe ça? Mais c'est tout? C'est la seule chose qu'elle a réagi? C'est la seule chose qu'elle a dit. J'ai dit oui, ah bon, elle m'a fait, voilà, c'est tout. Hein. Et tu lui as dit quoi exactement? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément défini sur le sida hier. Tu lui as dit quoi exactement sur le sida? Eh bien, je lui ai expliqué un peu ce que c'était le sida. Oui, vas-y, explique-nous ce que c'est le sida, vas-y. Dis-nous à ta façon. Explique-moi. Moi, le sida, je l'ai pas, je peux pas te dire ce que c'est. T'as pas besoin d'abord pour expliquer ce que c'est que le sida. Oui, bon, le sida, moi, comment t'expliquer? Oui, je lui ai dit parce qu'on parlait de la tuberculose. Oui. De la tuberculose revenait. Oui, c'est vrai. Alors, elle m'a dit oui, je dis, de toute manière, ils ont trouvé de quoi la guérir, mais maintenant c'est le sida qui arrive. Alors, je lui dis, je vais t'expliquer ce que c'est que le sida. Alors, je dis, c'est soit les personnes qui couchent avec plusieurs, qui se protègent pas. Alors, le sida, on ne sait pas forcément coucher à plusieurs. C'est pas forcément qu'on couche à plusieurs. Hein. Non, on couche à plusieurs, mais avec plusieurs partenaires. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Hein. Oui, bon, d'accord. Bon, est-ce que tu connais est-ce que tu sais comment se transmet le sida? Eh ben oui, c'est par le sang, hein, de toute manière. On l'a souligné hier que... C'est pour savoir si elle retient, c'est important, on peut le souligner, ça on peut le dire vite fait, mais c'est pour savoir si elle retient. Oui, puis je lui ai dit que c'est une maladie qui venait de pays sous-développés. L'Afrique, oui, au départ. Voilà, que c'était les drogués et puis ceux qui ne se protégeaient pas, quoi. Oui. Ceux qui se protégeaient pas, par exemple, je vais avec Marcel, et Marcel, il a le sida, il se protège pas, mais pop, ça y est, je peux l'attraper. Qui se plante. Non, parce que je crois qu'il a pas fait de suite, il a apporté la seringue, parce que bon, quand ils ont vu, mais je sais pas, le temps à cette époque qu'il le fasse, ça a peut-être mis 2-3 mois.
Donc, Il aurait le temps attendu de se 3 mois proposer. avant de ramener la seringue. Bon. Non, il a ramené, mais le temps qu'il cherche, qu'il fasse des recherches. Les analyses au niveau d'une Voilà. seringue, ça met pas 3 mois. Hein. Non, mais pour que le sida Non, soit mais déclaré, il faut à cette attendre 3 mois. époque-là, si. Si, il faut réfléchir. Non, mais sur la seringue, il faut pas attendre 3 Oui, mois mais avant de dire t'as oublié un que... détail, c'est qu'il faut 3 mois pour que le sida soit déclaré. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, il faut qu'il fasse... Oui, non, mais au vu des pour la résultats. personne, Dès que mais la pour la personne seringue. a passé Ah, son ça va, test, ça y est. une fois qu'elle a passé son Non. test, il faut une réaction de 3 mois C'est ça. pour se prononcer effectivement de la prise du risque si elle est vraiment en chemin. Et donc à ce moment-là, pour s'assurer d'un bon traitement réaliste et vers le soulagement et l'accompagnement de cette maladie. Voilà, c'est pas une guérison totale, c'est juste Alors, un ralentissement du Voilà, virus. oui, tout à tu as fait. Fred qui dit des bêtises sur le chat, qui dit à l'âge de Pierre. Voilà, tout à fait. À l'âge de Pierre. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il vient de Non, dire. mais bon, il dit que je fais partie, que je suis une vieille antiquité, que je fais partie des hommes de Cro-Magnon. Mais de toute façon, en tout cas, la meilleure chose que je puisse dire, c'est continuer à vous protéger et continuer à faire vos dons au 36-37. Non, mais là, non, on parle du sida. Pour le Téléthon, pour le sida, Et le Téléthon participe à la recherche pour le sida aussi. Hein. Oui, mais il faut savoir que Aide aussi reçoit des fonds pour accompagner les gens qui sont atteints du sida, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'appareil médical, parce que dès qu'on est sur dès qu'on est atteint, donc se soigner, c'est pas simple. La trithérapie coûte excessivement cher. Il faut avoir les bonnes adresses. Sont ici, et donc l'aide est toujours utile et pour accompagner ces personnes qui ont beaucoup de difficultés dès qu'ils se connaissent séropositifs, et c'est lourd de conséquences. On va en évoquer tout à l'heure. Je pense qu'on va c'est lourd de conséquences, on va mais parler c'est de tout ce qui touche le sida. Vous avez le sida, c'est une chose. Mais après, vivre avec le sida, c'est une autre question. Et après, je voulais évoquer aussi la problématique de tous les étrangers qui ont le sida et qui sont sur le sol français et qui sont expulsés parce que... Et qui n'ont pas les moyens. Et qui n'ont pas les moyens de pouvoir affronter... leur accorder. Voilà, affronter cette maladie et tout. Donc on va l'évoquer là. C'est pour ça que c'est les deux sujets qui me tiennent à cœur et qu'on partage cet après-midi avec vous, hein, et qu'on soutient bien entendu de corps et âme ce Téléthon et cette lutte contre le sida, ce fléau qu'il faut combattre à tout jamais, hein. Éradiquer, c'est ce mot-là, mais rien n'est trop fort pour combattre les maladies. Voilà. Mes chouchous de chroniqueurs adorés, je suis comblé. Tonton René, vous faites des gros bisous. Ça y est, il est tout ému. Je suis ému et moi, mais c'est vrai que il faut arriver de dire stop à la maladie, stop au sida et stop aux maladies génétiques. Malheureusement, c'est difficile. Comme moi, ça va être plus long, les maladies génétiques. Je suis timide, mais je me soigne. Le sida, c'est bon, ça commence à venir petit à petit, mais les maladies génétiques, ça va être long, il y en a tellement. Il y a encore du chemin à faire. Ça va être long. Et on doit cette année, mais voilà, jusqu'au 9 décembre, 37, le numéro don, n'hésitez pas, donnez le don du soin et faites qu'on puisse acheter des fauteuils au-delà des bouches en plastique et qu'on puisse accompagner ces personnes atteintes des maladies rares, et pour que chacune puisse s'assumer dans sa santé, dans sa sexualité et dans sa vie de tous les jours. Aimez-vous les uns les autres. Sur le sida, c'était la question était des Sidéens et des étrangers. On parlait surtout des cas des étrangers qui ont pas les mêmes moyens que nous, surtout. Comment dire, qu'ils ont des difficultés au niveau. Mais c'est cher les traitements chez eux, soi-disant. C'est exclusivement cher. Oui. Et je crois que tu voulais parler aussi de l'exclusion, comment ils sont exclus là-bas, parce que c'est encore plus terrible que chez nous, soi-disant. Tout à fait, oui. Voilà.
de la condition des étrangers face au sida, le parcours du combattant que chacun qui rencontre cette problématique-là, et qu'il faut être attentif à leurs conditions d'accès aux soins et à ne pas les exclure, les rejeter pour autant, mais plutôt un accompagnement serein et dynamique. J'avais une information intéressante sur le sujet, mais faut que je retrouve mon article parce que je suis assez bordélique pour dire, vous voyez, on va le retrouver. Donc d'ici quelques instants, je vais revenir sur ça. Autre chose. On va continuer donc sur cette problématique de la journée mondiale du sida. Peux-tu m'en rappeler les mouvements? Comment a été mise en place cette journée mondiale de lutte contre le sida? Alors, il y a une citation qui dit d'abord: notre stratégie pour l'avenir doit être de donner aux femmes les moyens d'agir dans ce combat. Les véritables héros de cette guerre, c'est parmi elles qu'il faut les chercher. Et il nous appartient de leur fournir l'arme de l'espoir. C'est signé Kofi Annan, du secrétaire général de l'ONU. Alors, en 1988, l'Assemblée générale a exprimé sa vive préoccupation devant la pandémie du sida, parce qu'on parle de pandémie, on a oublié de le dire, on parle bien de pandémie de sida, notant que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait choisi la date du 1er décembre 1988 comme journée mondiale du sida. L'Assemblée a souligné l'importance de cette manifestation, résolution 4315. Aujourd'hui, plus de 41 millions de personnes sont séropositives. Alors, on a vu un chiffre plus tôt de cette année, on a vu 33 millions. Ça a baissé dans le monde. 33 millions parce qu'on a parlé des chiffres 2011, parce qu'il y a eu des chiffres exacts qui ont été faits en 2011 lors du SIDAction, et on parle de 33,2 millions dans le monde, dont beaucoup, on parle de moins de 15 ans, 2,3 millions sont des enfants dans le monde. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. C'est ce fléau il faut le combattre, et le combattre c'est en accompagnant financièrement ces dons, parce que pour le sida, et tous les ans il y a l'opération SIDAction qui a lieu au mois d'avril, le premier week-end d'avril, qui grosse double mobilisation, donc aide, récolte des fonds pour accompagner les malades. SIDA Info Service répond à vos questions sur tout ce qui concerne cette maladie, les prises en charge et les lieux de dépistage également, et puis SIDAction. Chacun joue leur rôle dans leur accompagnement de lutte contre ce fléau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de tout Voilà, après, on donnera une attention tout à l'heure sur les journées internationales. Il y en avait une samedi que tu m'as évoqué. Il y en a eu trois là. Il y en a eu trois à la suite. Il y a eu la journée mondiale contre le sida, le premier. Oui. Vendredi, c'était la journée mondiale de l'abolition de l'esclavage. Ouais. C'est important à dire quand même. Et hier, c'était la journée internationale des personnes handicapées. Voilà, donc parlons de cet accompagnement et ces aides handicapées, parce que le Téléthon aussi, dans ces myopathies, pour tous les handicapés, on essaie de faire appréhender et mieux vivre leur handicap, quoi. Mm-hmm. Absolument. Et donc tu as quelque chose sur la journée internationale des handicapés? Ah bah bien sûr, j'ai toutes les journées mondiales sur moi. Et moi je continue à chercher mon article sur les étrangers. Par rapport à la journée mondiale des personnes handicapées, afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Donc là, le rappel au niveau des... tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça te dit quelque chose? Ça me parle, ça, sur la Déclaration des droits de l'homme. C'est ça, article 1er d'ailleurs. Le respect de cette dignité
dû à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Les manifestations organisées à cette occasion nous invitent à de modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. Fin de l'article. D'accord. Eh bien, c'est vraiment une cause, c'est vraiment un soutien qu'on demande. Il y a une association pour les handicapés qui est sur Bordeaux, qui est l'AFP, non, qui est pas l'AFP, qui est l'APF, l'association des paralysés de France. C'est ça, oui. Qui accompagne beaucoup pour vivre mieux son handicap, vivre au quotidien et vivre dans le respect de cette souffrance. Des fois c'est aussi comment on dit, c'est aussi une chose. Le handicap, c'est des moments difficiles à assumer, et donc un soutien au niveau d'animation, au niveau pour faire les courses, des logements, et il y a plein d'attentes que les handicapés ont besoin. Et quand on peut les aider, il faut le faire, quoi. Moi, c'était une autre association, oui, qui n'est pas la moindre, c'est Handicap International. Et tant qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de Noël, et il y a les fameux sacs à sapin. Voilà, et donc c'est aussi un geste, un don, parce qu'on est dans l'esprit du don. Et donc, c'est combien pour le Téléthon, Mister Alex 36-37. Je vous écoutais un petit peu aussi sur le SIDA. Tu parlais aussi des personnes qui sont malades et étrangers, donc en France. Voilà, la condition d'étranger, ouais. Voilà, et là c'est toujours un problème, c'est que je sais qu'il y avait eu une pétition, d'ailleurs que moi la pétition je l'avais signée, mais c'est vrai qu'ils ont un gros problème de pouvoir se soigner en France parce qu'on leur interdit de se soigner en France. Oui, donc c'est vrai, c'est cette condition d'étranger face au sida, c'est aussi une problématique qu'il faut évoquer et en parler. Donc, pourquoi ils ont du mal à trouver des solutions de traitement? C'est une question qui est par rapport peut-être au manque de moyens, manque de financement. T'en penses quoi, toi, Bernard? Moi, personnellement, quand il y a comme ça des étrangers qui viennent en France pour pouvoir se faire soigner, comme pour le sida, comme pour tant d'autres maladies, et qu'en fin de compte, on leur ferme la porte, je trouve ça vraiment incroyable. Et ça devrait peut-être aussi être interdit, parce que là, ils sont quand même victimes de discrimination. Et c'est vrai que là, ce serait quand même ça serait un peu tous les hommes politiques, tout ça, qui devraient peut-être voir un peu ça un peu plus près, et de pouvoir aider toutes ces personnes qui ne peuvent pas se soigner comme ça peut être en Afrique, comme tout ça, et qui viennent en France pour pouvoir se soigner, trouver des médicaments, une solution donc aussi contre le sida. Et comme on dit, comment concilier l'affection avec une vie normale. Donc eux, quand ils viennent en France, concilier comment ils peuvent vivre avec une maladie ou comme le sida. Et qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas se soigner, donc qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Je te donne en 1000. En fin de compte, ils vont mourir dans un coin, et puis voilà. Est-ce qu'on ne peut pas réagir contre cela? Donc voilà, moi c'est un truc qui personnellement me gêne beaucoup. Et dire être français et accepter ça, pour moi c'est impossible. Voilà. Ouais, c'est très 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 terrible cette situation-là, parce que si vous voulez, quand ces étrangers viennent en France, c'est un appel à la santé, parce que dans leurs conditions de leur pays, c'est de la pénurie complètement totale. Et donc, et nous, derrière notre problème migratoire qu'on leur rencontre par rapport aux expulsions, des personnes même malades sont renvoyées chez eux. Et donc, c'est désolant, c'est souffrant, et donc pourtant on a quand même des cellules de veille sanitaire qui permettent d'appréhender leur demande de soins, quoi.
Après, quand ces personnes-là sont recueillies parmi nos cellules de rétention et tout, il y a peut-être aussi des services de santé sociaux qui font qu'ils pourraient les accompagner mieux se préoccuper de leur cas et favoriser leurs soins, parce que c'est bien beau de les renvoyer chez eux, mais pour qu'ils meurent chez eux ou qu'ils meurent chez nous, vaut mieux avoir de bonne conscience et la maladie, elle doit être totalement éradiquée, que ce soit pour tous. Tous ont le droit à l'égalité et surtout dans la santé. Alors moi, il y a aussi des questions aussi sur le sida. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, la fellation? Au niveau des contaminations, tu parles, voilà, des prises de risque. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, qu'est-ce qui est plus à risque? Les fellations, la pénétration. Je sais que la pénétration en général, c'est ce qui est le plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'on demande souvent d'avoir des préservatifs. Bien moi, sûr, parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui drague beaucoup, et j'ai déjà vu des personnes je veux dire parler aussi des hétéros qui pour eux le sida, ça ne les concerne pas. Et quand ils vont, en général, ils demandent des pénétrations et tout ça, et quand il y a le sujet de pénétration, le préservatif, il enlève, et ça, c'est aussi dangereux pour la personne qui est avec, parce qu'elle ne s'en rend même pas compte que la personne qui est derrière lui, que le préservatif, on l'enlève. Ouais. Mais bon, si tu veux, la cause majeure des infections du sida, on va le rappeler, ça se transmet par le sang. Si après, au niveau de la fellation, il ne faut pas qu'il y ait de plaies dans la bouche, il ne faut pas qu'il y ait quand même des choses qui sont sur la langue non plus, il ne faut pas avoir de coupure. Voilà, des piercings. Je pense à des choses qu'aujourd'hui se passent. Les jeunes évoluent, ils ont des poches percées un peu partout. Les dents qui saignent aussi. Voilà, et problèmes de dentaire. Et c'est vrai que si tout cela va bien, il n'y a pas de raison, parce que c'est une infime présence dans les sécrétions, parce que c'est là on va trouver des germes qui vont s'y mettre et contaminants, mais c'est à moindre dose. Donc le sida le plus dangereux, c'est en premier c'est le sang, en second c'est le sperme, et après ce sont les voies de sécrétion qui vont véhiculer et faire propager le virus, mais voilà, donc dans l'ordre c'est 1, 2, 3 comme je t'ai dit Bernard, les différentes portes et ouvertures de la porte d'entrée du virus, tout simplement, c'est ce mot là que je cherchais. Mais j'ai pas compris la question de Bernard. Comment ça? Répète la question, la sexualité. Qu'est-ce que tu voulais dire? Comment vivre sa sexualité en étant séropositif? Ah, ça c'est ce que vous voulez dire tout à l'heure. Tu veux en parler de ça? Oui, je voulais le dire. Oui. Je sais pas. Nous, on ne sait pas. On n'est pas dans la peau d'une personne qui est du sida pour en parler. Après, il faut se poser la question. Est-ce difficile de vivre sa sexualité aujourd'hui lorsqu'on est séropositif? Là, il faut qu'on demande à quelqu'un qui est séropositif. C'est de rencontrer actuellement des séropos et celui de l'écoute. Le plus souvent, c'est ça. Donc, le plus souvent, ils ne sont pas du tout à l'écoute. Ils éprouvent des difficultés à trouver des praticiens qui les comprennent, d'où l'intérêt pour eux de se renseigner auprès des associations de patients et des consultations hospitalières. Le plus souvent, il y en a aussi qui sont refusées d'ailleurs, pour obtenir des adresses des spécialistes habitués à suivre des séropos. Et là, c'est encore un autre problème aussi. Et la majorité des contaminations par le VIH étant d'origine sexuelle, le fait d'être séropo déclenche fréquemment l'apparition d'un sentiment de culpabilité. Donc souvent, il y en a souvent qui se posent aussi la question. Et or, certains médecins sont gênés par la demande des patients séropositifs vis-à-vis de la sexualité. Et là, souvent, on tombe souvent sur des médecins qui connaissent pas trop. J'espère que c'est très rare. Par contre. Donc ensuite, ils sont aussi, quand ils vont demander de l'aide à un médecin et que le médecin n'est même pas capable, parce que si là c'est coincé, il n'est même pas capable
de renseigner le malade. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable quand même. Il y a quand même on en trouve encore. Il y a quand même une réponse qu'on peut dire, c'est que comment ils vivent. Moi, s'il y a une réponse qui me vient forcément en tête, c'est l'exclusion. Ah oui, l'exclusion Parce que il n'y a pas photo, quand on entend parler sida, forcément il y a exclusion, il y a rejet. Là, c'est clair là-dessus comment ils vivent leur sexualité. Tout à fait. Forcément ça. Donc moi, ça c'est ce qui me vient en premier en tête personnellement. Après, je ne sais pas exactement comment ils vivent. Mais vivre leur sexualité, ils doivent se protéger avant tout, parce que après, même si c'est amoindri, le risque est permanent, et c'est ça la crainte. Non, mais le problème, rien que ça, parce qu'on sait comment ça marche, mais il y a des gens tellement qu'ils ont peur, même embrasser, ça, ils n'y arriveraient pas. Parce que là, il n'y a pas de risque. Je sais qu'il n'y a pas de risque. Non, là, mais il y a des gens qui... un SIDA, c'est pas un souci, au contraire. Si des gens essayent d'embrasser, il y a des gens qui ont peur même d'embrasser quelqu'un qui a le sida. C'est terrible, quoi. Et je ne raconte pas, c'est terrible quand il y a personne qui vit le rejet qui subit à chaque fois pour un moindre truc auquel il n'y a pas forcément de contamination. Donc parce que une fois qu'il y a sida, il se fie pas tout de suite sur les critères. Ils font une globalité. Ils se globalisent surtout. Donc embrasser, on n'arrive pas, même toucher. Je veux dire, j'ai vu ça, c'est ignoble. Mais c'est la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre. Rien que de toucher la peau, tiens, ça fait penser à Philadelphia justement. Voilà. Rien que de toucher, et ils ont peur de toucher la personne. C'est terrible, quoi. C'est répugnant, hein. C'est comme pour attraper l'homosexualité. Je te sers la main, ça y est, je suis homosexuel. Rappelle-toi de c'est ce qu'on avait parlé sur le don. On en avait parlé sur le don du sang. Ça, je me souviens très bien. Tiens, je couche avec, je donne du sang, je deviens homosexuel, bien sûr. Bien sûr. Voyons. Mais on y croit tous. Mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin aussi d'être homosexuel. Il s'agit aussi de si on va faire pour donner son sang, par exemple, si on va faire une prise de sang, on a toujours un peu peur de dire, attends, est-ce que la picouse, elle est propre, elle est ci, elle est ça, est-ce qu'il la change tout le temps, est-ce que, souvent c'est ça. Et puis quand on va chez le dentiste aussi, c'est la même chose. Il y a toujours une peur, d'être contaminé aussi. Tout à fait. Absolument. Il n'y a pas besoin d'être homosexuel, et il n'y a pas besoin de prendre des risques, mais simplement qu'on peut prendre des risques en allant chez le dentiste et en se faisant faire une prise de sang. Voilà. Je vais refaire une parenthèse parce qu'il y a encore cette polémique. Je pense qu'on va en reparler à nouveau parce que c'est très grave. En disant que, soi-disant, que le sida est une maladie d'homosexuels, déjà, c'est faux. On va y reparler, on peut le répéter à nouveau. Là, il y a eu des chiffres hier, j'en ai parlé hier, je vais en reparler à nouveau, que 60% des cas de séropositifs sont dans des rapports hétérosexuels. Alors ça ne veut pas dire que c'est que des hétéros, parce qu'on peut compter les bisexuels là-dedans, mais c'est 60% des contaminations sont dues à des rapports hétérosexuels. Et les rapports homosexuels, c'est que 33%. Donc quand on nous dit que c'est une maladie d'homosexuel, franchement, il faut arrêter une fois pour toutes. Là, c'est très clair. Les hétéros sont autant concernés déjà. Donc quand on dit que la peur des homosexuels, tout ça, et machin, et c'est là parce qu'il y a le sida, il faut vraiment arrêter là-dessus. Voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais souligner. Maintenant, tu peux poursuivre, Bernard. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, hein, donc... Ça a toujours été, mais il faut être très clair. Il y a les chiffres qui sont clairs, nets et précis. 60%, c'est quand même 2/3. C'est quand même énormément chez les hétéros. Donc, faut arrêter de dire que c'est un truc d'homosexuel. C'est complètement faux. Je veux dire que tout le monde est concerné par le sida et pas uniquement les homos. C'est vrai que malheureusement, ceux qui sont le plus touchés, c'est ceux qui ont des hommes avec des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes. On sait. Maintenant, il faut pas dire que c'est une maladie d'homosexuel. C'est totalement faux. C'est tout ce que je veux dire. Il faut quand même savoir que quand on a commencé à parler du sida, une première personne qui a été contaminée par le sida aux États-Unis, c'est quand même une femme. Absolument. Oui, tout à fait. C'est une femme qui a engendré cette maladie. Alors après, il ne faut pas oublier que ça vient de l'Afrique, cette maladie. Au tout départ, ça vient de l'Afrique.
Après, je connais pas l'histoire en entier. Je sais que ça fait 30 ans. On a oublié de dire que voilà. Oui, ça fait plus de 30 ans que la découverte du sida s'est propagée, quoi. Et quand on parle de l'Afrique, parce que ce sont des populations, des peuples qui sont soumis, qui sont démunis, qui sont pauvres, qui ont des rapports multiples également et des cultures différentes. Et donc, ils savaient pas ce que c'était ça, le sida, quoi. Ils ne connaissaient pas du tout ce virus et puis ça s'est passé des uns des unes aux autres et ça fait ce qu'aujourd'hui on en est à une pandémie, incroyable. Oui. Une pandémie. 33 millions aujourd'hui dans le monde sont contaminés par le sida. Le sida ne se guérit pas encore, hein. Et que ces effets soient abolis, soient complètement anéantis, et petit à petit cette recherche donc des chercheurs scientifiques font que en travaillant sur les traitements vont essayer de combattre le virus dans le corps des personnes parce que et l'évolution des cellules souches de façon à mieux appréhender, à mieux combattre le virus dans le corps humain. Et donc c'est cette partie-là qui est pour le SIDAction. Et en seconde partie, ça va être l'accompagnement des personnes qui sont atteintes du sida, les enfants qui malheureusement pas mal d'enfants sont aussi contaminés par le sida, donc c'est la problématique d'aller à l'école, des encadrements, de leur proposer aussi des soins en direction de cette jeunesse qui malheureusement souffre de cette infection, et donc c'est mettre en place des dispensaires médicaux. C'est tout ces dons vont travailler en associant Médecins sans frontières, Médecins du Monde vont accompagner aussi tous ces problèmes sanitaires, on va dire quelque part, et SIDAction œuvre dans le monde comme aide œuvre aussi également dans le monde via l'ONU SIDA, et se retrouve dans ces institutions pour atténuer, appréhender et éradiquer cette maladie. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vais faire encore une autre parenthèse. C'est par rapport au vaccin, vite fait. Ouais. C'est juste un petit coup de gueule à faire, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu marre aussi qu'à chaque fois on donne espoir qu'un vaccin arrive. Il y a encore à chaque fois on nous dit le vaccin arrive, il s'approche. Ça fait des années qu'on nous fait ça. Moi j'aimerais bien que maintenant on veut des certitudes, c'est-à-dire soit le vaccin arrive, soit le vaccin n'arrive pas, mais qu'on donne pas de faux espoirs parce que franchement ça fait des années que ça dure en disant le vaccin approche, on arrive vers le vaccin il arrive, le vaccin machin ici et là. Je crois que ça fait 5 ans que j'entends ça. Stop quoi. Donc on veut des certitudes où le vaccin arrive, où il n'arrive pas, mais donnez pas de faux espoirs aux malades parce que franchement c'est un manque de respect. Je suis tout à fait je te suis Sandy. Bernard, t'en penses quoi toi sur les vaccins? C'est vrai que je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a encore pas longtemps, soi-disant, ils ont trouvé un vaccin qui peut guérir et tout ça. Et en fin de compte, c'est vrai qu'il y en a qui ont de l'espoir, ils vont dire ça y est, on va trouver. Et après, en plus, il faut qu'ils fassent des recherches sur des personnes. Enfin, il faut qu'ils fassent l'essai du vaccin sur des personnes que le plus souvent ils ne sont peut-être pas malades. Alors le plus souvent c'est peut-être sur des SDF, sur des gens pauvres qui ne peuvent pas non plus se défendre. J'ai vu ça il y a pas longtemps, je crois que c'est en Afrique, je sais plus où, qui faisait des tests, sur des gens. Et je trouve ça vraiment incroyable quand même. Ouais. Alors sur des gens qui sont comme pour les SDF et tout ça. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de donner des espoirs, de l'espoir aux gens, de dire voilà on a trouvé et en fin de compte on ne trouve pas. Et soit on se tait ou on essaye de vraiment trouver et de dire voilà on a trouvé point barre le vaccin. Et puis
et faire le travail comme il se doit, et arrêter de donner de l'espoir comme ça, et qu'en fin de compte l'espoir, on peut attendre encore longtemps. Et voilà. Moi, je voulais revenir sur comment vivait un séropositif, et c'est très dur à assumer, parce que en fin de compte, même pour lui, il comprend pas pourquoi le virus s'est déclenché à un moment donné. Il y a eu voilà, et c'est vrai que pour lui, automatiquement, ça veut dire je suis atteint du sida, ça veut dire plus aucune relation sexuelle pour ne pas contaminer d'autres personnes. Après, il faut savoir que se protégeant aussi. Donc après, même parce qu'il y a toujours un risque que le préservatif pète automatiquement. Je ne sais pas s'il se retient de faire des relations après. Je connais. À certains peut-être. Je connais une personne qui est atteinte du VIH, et ça fait 20 ans qu'il est atteint du VIH et qui n'a plus une seule relation pour se protéger lui et pour protéger les personnes. Il ne peut pas se protéger lui, mais c'est surtout pour protéger l'autre. Voilà. Plutôt, ça serait parce qu'il ne peut pas se protéger, malheureusement. Oui, non, il ne peut plus se protéger, mais bon, voilà. Pour ne pas accumuler, en gros, grossir la liste des personnes atteintes. Bernard le dit très bien, ces gens-là ont droit à la sexualité aussi. Oui, mais ça revient à ce que Bernard a posé comme toute sa série. Qu'est-ce qu'ils ont, leur vie sexuelle c'est maintenant. C'est un exemple. Certainement, peut-être beaucoup se posent aussi la question, si j'ai le sida, est-ce que je peux aussi faire l'amour comme les autres? Non, peut-être pas, parce qu'ils seront aussi peut-être obligés de prendre des préservatifs. Prenons dans ton sens. Comment ils vivent leur vie. Je vais piquer ta propre question, mais voilà, je vais la formuler autrement. Si toi, un jour, évidemment, on le souhaite à personne. Ce qu'on ne souhaite pas. Allez, je vais essayer de poser la question autrement. Si toi, un jour, tu apprends que tu es atteint du sida, comment tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Alors là, ça serait la question qui tue, là. C'est la question, oui, comme tu dis, c'est la question qui tue. Donc, je veux dire, le plus souvent, c'est quand tu vas faire ta prise de sang pour savoir si t'as le sida ou pas. Dépistage. Souvent, les médecins te disent automatiquement, monsieur, voilà, vous avez le sida, point barre. Vous êtes atteint du VIH, oui. Qui prend en face, au lieu que le médecin parle. Qu'est-ce que tu ferais qui a plus de tact avec la personne. Moi personnellement, si un jour je suis porteur, je ne suis pas malade, je suis un porteur. Mais simplement que moi je sais quand j'ai su que j'étais porteur, c'est vrai que c'est un coup de fouet, parce que dire si je suis malade, c'est n'importe quoi, si je viens avoir la grippe, un truc comme ça, après là de toute façon je sais très bien que je vais y passer. Donc mais est-ce que ça t'empêcherait de continuer à faire d'avoir une vie sexuelle si un jour t'apprenais que t'avais ça? Ah ben non, je pense pas, non. Mais surtout, par contre, je sais que j'aurais pas beaucoup d'amis. Mais c'est vrai que maintenant, il faut aussi penser aussi à la MST, qu'elle revient, que le retour, et puis aussi à la syphilis et tout ça. Donc, syphilis qui est une maladie d'homosexuel. Attention, ça il faut bien le préciser. C'est les MST qui sont faciles, voilà. Et qui est une MST effectivement. Briser le silence, tu le vois comment, Bernard? Briser le silence avec les autres. Je pense que c'est vrai quand le plus souvent les personnes qui ont le sida, ils osent pas en parler, ils osent pas. Déjà là, ils le vivent très mal, parce qu'il suffit que ce soit au travail, suffit dans le milieu homosexuel. On sait que très bien que dans le milieu homosexuel, c'est assez costaud là aussi. Et le plus souvent dans le milieu homosexuel, ceux qui sont séropos, le plus souvent ils sont mis à l'écart. Donc ça c'est un peu le problème. Et toutes les personnes, certaines personnes qui sont malades du sida, ils sont mis à l'écart des collègues homosexuels. Voilà. Briser le silence, il faut que les gens, s'ils ont le sida, il faut qu'ils brisent le silence. Il ne faut pas qu'ils aient peur j'allais dire le coming out, c'est même pas le coming out. Non. De ne pas avoir peur de dire voilà, j'ai le sida, parce que c'est pas une honte, c'est je sais pas. Justement, j'ai une question à te dire, Bernard. Du cancer non plus. Quelqu'un qui est malade du cancer, on va pas en parler, parce que peur de se voir rejeté, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, mais de toute façon, il y aura rejet. Mais dis-moi, est-ce que je voudrais dire, est-ce que pour toi, est-ce que le sida est un tabou? Dans quel sens tu peux le voir?
Ah bah bien sûr que c'est toujours un tabou, ça. Tabou en quoi? Moi, un tabou parce qu'on n'arrive pas justement à enlever ce rejet. Moi je trouve pas que c'est un tabou, mais bon. Mais le problème qui est, pour moi personnellement, c'est qu'on n'est jamais trop informé. On n'est pas assez informé des risques qu'on peut prendre ou de ce qui se passe vraiment. On n'est pas informé sur toutes les maladies qui existent. Et si on en parle beaucoup trop, est-ce qu'on fait peur aux Français? Oui. Ah bah oui, moi je dis oui. Voilà. Moi je dis oui, mais ça dépend comment on le communique. Hein. Et oui, non, ça serait une prise de conscience aussi de la conscience, ce qui se passe. On l'a plus ou moins, mais après se mettre face à face envers le combat du sida, mais c'est terrible. Mais ça dépend comment on le communique. Si c'est dans la prévention, ben il faut le faire. Je suis désolé, de la prévention. Oui, après, si c'est des messages qui font peur, oui là. Non, parce que non, c'est pas question de faire des messages qui font peur, c'est juste de prévenir, juste de faire de la prévention, mais en disant les conséquences que ça apporte. Remarque que tu as vu si on donne les conséquences du compte, on arrivera plus à sensibiliser les gens. Remarque, et finalement ça a bien marché sur l'histoire des paquets de cigarettes avec le tabac. Hein. Voilà, alors l'allusion au tabac que je fais, c'est pas pour ça que ça va faire arrêter les fumeurs. Les images de choc, de façon à encore toujours, cet après-midi on est bien belle dans la mobilisation, qu'elle soit sanitaire, parce qu'on parle du gynéton et du sida, c'est toutes ces questions de maladie. Et c'est vrai que les images de choc, est-ce que ça va responsabiliser davantage? Voilà, c'est aussi une question que je me pose. J'aimerais revenir sur un point que Bernard a dit, parce qu'il dit de ne pas se le cacher. Il disait qu'il ne faut pas le cacher, avoir le sida. Et j'aimerais revenir sur un détail très très important et à la fois grave. C'est qu'il ne faut pas oublier que là je parle des cas en France. En France il y a 150 000 personnes atteintes du sida. Et sur les 150 000, il y a un tiers qui ne le savent pas, qui ont le sida. Donc, là, je suis en train de me poser la question, ceux qui ne le savent pas, comment ils peuvent l'affirmer s'ils ne le savent pas? Il y a une autre question aussi. Comment fait-on si on est allergique au latex? Eh oui. Mais donc, c'est pour ça, ça pas du beurre, mais il y a des gels qui sont indolores, qui permettent de se prémunir contre les relations et qui accompagnent bien entendu cette sexualité. Il faut essayer de faire une espèce de panorama de jeu sexuel de façon à accompagner la prévention et vivre la sexualité entre deux couples, parce que c'est vrai que c'est pas évident à gérer dans des couples, deux personnes qui s'aiment, elles essayent de trouver une entente sexuelle, c'est le mot que je cherchais. Et quand vous êtes allergique au latex, il faut savoir qu'il y a le préservatif féminin qui existe, et c'est pas forcément du latex, c'est d'autres matières qui permettent une protection sur la pénétration, quoi. Est-ce que tu connais le préservatif féminin, Bernard? Il y en a beaucoup qui connaissent pas. Hein. Il y a beaucoup. Moi, je sais que j'en avais des fois au boulot, j'en portais pour des filles. Et souvent, on me posait la question, mais est-ce que ça existe le préservatif féminin? Alors, je dis, bah oui, ça existe. Et c'est vrai que j'en ai porté déjà au travail pour un collègue, même pour un chef d'ailleurs. Parce que c'est très récent. Donc, voilà, mais il ne savait même pas d'ailleurs. Hein, c'est marrant, mais il ne savait même pas que. Oui, parce que c'est très récent. C'est un truc de malade. C'est aussi la campagne de prévention aussi. Les préservatifs à 20 cm arrivent dans les facs. Et malheureusement, j'en vois pas trop. Enfin, je sais pas. Je vois, j'ai un peu quelques amis dans les facs. Ouais. Et franchement, quand on dit les préservatifs arrivent comme ça dans les facs, et moi personnellement, on me dit souvent, il y en a pas. Voilà. Non, parce que les directeurs de fac, les proviseurs de fac refusent de les mettre pour... Le fameux distributeur qu'on voit près des toilettes, dans les centres commerciaux, à 1 euro, 2 euros... Mais il n'y a pas que les facs qui refusent de les mettre, et il y a des collèges où ils ont complètement banni
décider de pas les mettre pour je sais pas. Il n'y a pas une loi par rapport à ça qui normalement ils sont obligés de les mettre. Il y a une loi sanitaire, une loi de santé qui donne l'accès aux distributeurs de préservatifs. Dans les centres commerciaux, on en trouve bien quand on fait nos courses. Dans des endroits publics, moi je m'en fiche. En pharmacie, à côté des pharmacies. À la poste, je crois que j'en avais vu une fois à la poste, mais c'est rare. C'est rare à la poste. Mais j'avais une agence qui avait tenté le pari, parce que là aussi c'est des défis. C'est un défi aussi pour la lutte, pour la prévention, et ne se passe quand on est dans les pharmacies, et avoir un champ plus large. Bon, les centres commerciaux, il y a beaucoup de personnes qui font leurs courses, donc c'est un lieu vivant et de passage. Voir d'autres établissements publics, style EDF, style gaz, on paie nos factures tous les mois. C'est ça. Je pense qu'ils vont être obligés de je crois qu'il y a une loi qui existe dans ce sens-là en matière de santé publique. Est-ce qu'on peut on peut atteindre le 7e ciel avec préservatif ou sans préservatif? Est-ce que c'est la même chose? Ah non, pas pour moi. Non, mais c'est une question que je pose parce que souvent, il y a les gens qui se disent, non, mais moi je prends pas le même, je prends pas le même 7e ciel qu'avec un préservatif ou sans préservatif. Moi, c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont assez réticents de prendre des préservatifs parce qu'ils trouvent ça avec un plastique et tout ça, c'est vrai que ça n'a pas la même chose. C'est pas le même effet. On ne dira pas le plastique, c'est fantastique. Et le caoutchouc super doux, non? Voilà. Non. Mais c'est vrai qu'après, il faut peut-être aussi appréhender le préservatif sous forme de jeu amoureux, de façon à intégrer une prévention saine. Mais après, une fois que les deux personnes, du moment qu'ils connaissent leur sérologie et savent où vous en êtes au niveau de l'évolution de maladie, arriver peut-être à avoir des temps d'échange un peu plus solennels, quoi. Alors tu sais qu'à l'école on parle souvent aussi de la contraception masculine. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont aussi gênés aussi de parler aussi de la contraception masculine, au masculin. C'est une des contraceptions. Moi ça me choque pas. Moi personnellement je suis pas choqué, mais je trouve que ça manque de prévention. Mais pourtant il y a des campagnes, ils se bougent. Oui, il y a des campagnes. Peut-être il y a des campagnes. Regardez quand c'est pas Likaku, comment il s'appelle celui qui a fait une affiche de aide, Elise Moon, qui a participé aux campagnes. Moi-même à Paris, il y a eu une exposition lors des ateliers généraux sur le développement. Que pensez-vous du sida dans l'homosexualité, les conséquences et les causes à effet? Et donc j'ai participé, ils ont fait des expositions, des photos, des portraits de personnes qui soutiennent l'accompagnement du sida et le don de soi pour aider les personnes à plus se protéger et à mieux se soigner. Et donc voilà. Voilà ce que je voulais dire, que les messages circulent, naviguent, et après l'attention, est-ce qu'elle est vraiment bien véhiculée? Et toi tu dis que non. Oui, c'est vrai, on n'est jamais trop informé. On n'est jamais au courant de. Mais les messages existent. Voilà, les messages de prévention, il y en a certains qui existent. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Avec les années qui sont passées, dans les années 90, on en avait des préventions sur le sida, mais à tir à l'arigot, des documentations et tout ça. Et là aujourd'hui, il y en a moins. Mais des spots publicitaires, à l'époque la grande époque du sida des années 90, ça n'y est plus aujourd'hui. Mais ils ont fait une année mondiale contre le sida. Tu te rappelles pas de cet événement qu'ils ont fait? C'était en 2005, je crois, cause nationale
gros questionnement, un gros accompagnement, et l'État s'était engagé partout dans cette aide. Et puis il y a eu des faits que de moins en moins de cas ont été connus et réfrénés. Les gens arrivaient à se protéger de plus en plus et à petit faire diminuer les morts et freiner la maladie, parce qu'on ne peut que la freiner donc on n'a pas de solution plus radicale. Et donc voilà quoi. Et après, vu de ça, ils ont changé. C'est passé dans d'autres soutiens. Et tous les ans, il y a des causes comme ça qui sont prioritaires quand même. Alors, il y a des gens aussi qui peuvent aussi se poser la question, peut-on avoir un bébé? Comment ça s'attrape? Le dépistage. Le sida est une maladie connue et pourtant mal connue par du grand public. Alors c'est vrai que peut-on avoir un bébé, voilà. Oui, la transmission mère-fille, j'ai assisté à des conférences, débats sur ça, parce que c'est le sang qui est contaminant. Mais il n'est pas toujours certain, bon ça peut arriver des fois, que la mère qui a le sida transmettent par le lait, parce que ce sont des voies par le lait, des voies contaminantes, par le sang du bébé. Mais dès l'instant que l'enfant naît et que le cordon ombilical est coupé, des enfants peuvent vivre, mais ils ne doivent surtout pas être allaités, ils doivent être pris en charge aussitôt. Et puis donc certaines ça peut être évité pour certaines naissances. Est-ce que vous croyez pas que depuis qu'il y a la trithérapie, depuis la trithérapie, il y a les journaux n'en parlent même plus d'ailleurs. Non, parce que c'est au quotidien. Et vous prenez vos cachets à 8h, vous prenez vos cachets à midi, à 11h. Mais c'est un traitement qui est très lourd aussi. Mais c'est des effets secondaires, c'est terrible. Mais ce qu'il y a dans cette trithérapie, c'est que vous prenez 3 cachets, vous n'en prenez pas 33, 34 ou 40. Voilà aussi le truc. Ça veut dire 3 déjà en biologie. La chimio, si tu peux faire de la chimio. Oui, mais la chimothérapie, après, c'est pour les effets secondaires. C'est les pertes de cheveux, c'est la fatigue, c'est la somnolence. Après, avoir le sida et travailler. C'est aussi c'est une question, Bernard. Discrimination au travail, ça existe, ça, je rassure, j'en ai déjà vu. Mais là, voilà, et dans le rejet, les gens qui sont atteints du sida sont confrontés à ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis, malheureusement, qui sont partis par le sida, et paix à leur âme, et voilà, quoi, c'est parce que c'est fragilisant, et c'est déstabilisant aussi d'avoir le sida, quand même. Mais bon, il faut le combattre, il faut être confiant. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais ce qui est le plus difficile aussi, c'est de pouvoir en parler, d'avouer qu'on est atteint du VIH. Voilà, ça, et font des groupes de parole et qui permettent justement de délier autour de soi cette problématique. Imagine. Je prends un exemple. Je suis atteint du VIH. Comment je peux faire si je me retrouve tout seul, sans être entouré? Comment je fais pour annoncer que je suis atteint du VIH à mon entourage, à mon patron? Comment je fais? Mais oui, problème de logement, problème de loyer, problème d'assurance. C'est ça que je me pose. C'est vrai que c'est pas évident de dire oui, je suis séropositif. Ah non, mais ça, c'est. D'ailleurs, je tire un grand chapeau à ceux qui arrivent à dire. À assumer qu'ils sont séropositifs et de le dénoncer. Et je vais redoubler encore plus par rapport à ça. Je donne encore plus de courage pour ceux qui le disent, en plus dans les rencontres sur Internet. Oui, aussi. C'est pas tout le temps bravo. Parce que j'en ai vu. C'est beaucoup caché pour ne pas juger. Ils sont matraqués de tous les côtés. Donc c'est comme la question de notre sexualité, le dire ou pas le dire. Est-ce que le dire on va vivre mieux? Est-ce que le dire
on va avoir des portes ouvertes. Non, au contraire, les portes vont se refermer. Et donc, en famille, le dire, c'est difficile aussi. Les gens, il y a des personnes où ça passe très bien, et bien c'est tout le bonheur que je leur souhaite, mais tu as des gens, ça se passe très mal, tu es tabassé, tu es foutu dehors, tu es à la rue, tu es démerde-toi, tu es un putassier, excusez-moi l'expression, tu es quelqu'un de relégat, non? C'est ça qu'on dit? Je crois que c'est ça, oui. Un relégat qui est complètement... tu es un martien. En gros, tu es un martien, tu es... je vais parler façon Marshall, je dirais que tu es un détritus de la société. Hein. Tu es un détritus de la société, tu es un... Marshall, je pense qu'il aurait dit dans ces termes-là, toi ça m'a fait... Je vais voir ça, il va me le dire sur le chat. Et donc, alors que non, ils ont le droit d'exister comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, c'est tout. On est tous... voilà, c'est... Combattre cette maladie, combattre ce handicap. Voilà, tout simplement. Alors, vite fait, parce que je pense qu'on est revenu sur le Téléthon. Oui. On a oublié de dire un chiffre que j'ai vu hier soir. Il y a quand même 3 millions. C'est quand même, il faut bien retenir ce chiffre, 3 millions de personnes qui sont victimes de maladies génétiques. Ouais. En France. Ah oui, et d'ailleurs, par rapport à ça, en France, 3 millions. Et d'ailleurs, par rapport à ça, hier j'ai vu le Téléthon et c'est vrai que par rapport au défi que les personnes a fait, il faut quand même féliciter quand même toutes les personnalités comme Pascal Obispo et tout ça qui se mobilisent pour cette cause. Et ce qu'il faut dire, c'est que hier, vers 23h, 23h30, sur le plateau, il y a toutes les personnes atteintes de maladies génétiques et tout ça qui ont fait une marche tout au long de la journée d'hier sous la pluie, et ça je félicite leur courage de prendre ce courage. Alors voilà. Oui, donc il faut savoir qu'il y a eu quand même 25 000 manifestations partout en France sur cette collecte du Téléthon, sur l'appel à dons et sur le soutien du Téléthon. On va à quoi va servir tous ces dons sur 5 millions de gens en 2010 qui seraient qui serait requis pour avancer dans cette maladie, et donc sur 100 €, il y a 82,60 € qui vont vers l'aide aux recherches et à la prévention. Il y a 10,10 € qui vont pour les frais de la collecte, et 7,30 € qui sont utilisés pour les frais de gestion. Voilà, pour 100 € de dons que vous donnez, la répartition, donc c'est vraiment très très constructif. Et donc je vois que par internet vous avez aussi www.don.téléthon.fr. C'est-à-dire que quand tu fais téléthon.fr, tu tombes sur ça. D'accord. Sur le don.téléthon.fr. Tu tombes dessus. Sous les yeux. C'est Laurent, c'est Bernard, lui, Bernard, c'est tout en savoir et en intelligence. Moi, c'est tout en rondeur, tout en largeur. Oh, ça, c'est pas bien, Laurent. Bah, c'est gentil, c'est pour ma gueule que c'est pas bien. Non, Laurent. Alors, je voudrais aborder... Bon, alors d'abord, comme l'a précisé Sandy hier, mais plus on en met une couche, mieux ça passe. Donc, savoir que le Téléthon, c'est téléthon.fr, France 2, @télédon, etc. Ou le 3637, ça fonctionne jusqu'au 9 décembre. Tout à fait. On est bien d'accord. Et que les gens peuvent continuer à appeler. Il faut absolument aider la recherche et continuer à trouver des solutions pour des maladies dont on ne sait pas encore trop d'où elles tombent. Alors, savoir que s'il y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes ou des parents dont les enfants sont atteints
de maladie qu'on leur dit orphelines parce que pour l'instant, on ne sait pas trop dans quoi on va le caser. Mais elles sont casées dans les maladies rares, non? Voilà, mais c'est pour pouvoir éventuellement, je dirais, contacter donc l'AFM pour savoir s'il n'y a pas déjà des gens qui ont cette pathologie pour que le seuil des 10 puisse passer. Et là, je vois qu'il est recensé désormais une trentaine de maladies seulement qui sont aux portes du médicament et un sprint est lancé sur trouver pour sortir des traitements d'ici quelques années parce que ça devient toute une histoire pour arriver à ce combat des chercheurs pour trouver un travail qui est pour ouvrir la voie à des traitements nouveaux. Oui, tout à fait. Alors, et certaines maladies, donc, qui sont dans le patrimoine génétique, sont guérissables. Là, certaines, on commence à pouvoir dire qu'on va pouvoir les guérir. On n'a pas dit qu'on allait pouvoir rendre les gens sur deux pattes et courir comme des lapins, mais tout du moins les guérir. Donc c'est déjà bien. C'est pour faire un palliatif par rapport au VIH, où là, par contre, le seul traitement qu'on connaît à l'heure actuelle, officiellement, c'est la trithérapie, c'est une chose. Oui. À se demander si l'État français préfère payer, parce que je crois qu'il faudrait qu'il y ait des changements à ce sujet-là au niveau de la santé, préfère payer une trithérapie que d'offrir des capotes avant, que ce soit des capotes masculines ou des préservatifs féminins. C'est à se demander, il faudrait aussi que l'État change en disant que de nombreux jeunes qui n'ont pas accès forcément à des centres de soins, donc ne connaissent pas leur statut sérologique, prennent des risques et en font prendre à des gens qui ne connaissent des fois pas. Parce que souvent sur des sites de rencontres, sites de rencontres qui ne devraient pas en être, mais bon, Facebook n'étant pas un site de rencontre, des fois on est pour un plan, oui, un plan rencontre, un plan sexe, on va dire, gentiment. Barbac, si tu veux, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quoi. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la personne. Et résultat, pour 5 minutes de plaisir, on va avoir 60 ans d'emmerde derrière. Oui, parce que c'est la roulette russe, genre on l'a évoqué hier avec Marshall dans Equality. Mais justement, c'est ce que vous faites, c'est bien. Le barbacking doit être éradiqué parce que déjà on se mobilise pour essayer de réfréner, d'essayer de vaincre que cette putain de, excusez-moi l'expression, ce putain de sida qui ne devrait pas être là aujourd'hui. Okay. Alors, ensuite, pour ce qui concerne les handicapés. Alors là, surtout, reviens bien dans le sujet. Là, tu parles de cette fois handicapé Téléthon, cette fois. Voilà. Surtout qu'on arrive bien à suivre parce qu'on ne sait plus où on en est. Handicapé tout court. Je parle handicapé tout court par rapport au sujet qu'il y avait aujourd'hui. Handicapé tout court, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que quand tu te poses la question, tu vas dans un endroit, alors déjà, si tu annonces, je suis handicapé, déjà tu as beaucoup d'entreprises, même s'ils ont des obligations, préfèrent payer l'amende que d'embaucher un handicapé, et pour eux, entre guillemets, avoir à s'emmerder avec un handicapé alors que c'est un vivier de ressources qu'ils imaginent même pas. Oui, mais tu as oublié un détail, c'est qu'il y a une loi. Oui, mais alors là, je peux te dire que combien il y a d'entreprises en France? On t'entendait pas, René, ton son était faible. Tu parles de l'accès au niveau... L'accès au niveau des fauteuils roulants dans les établissements. Oui. Mais il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi obligatoire. Il y a des entreprises qui sont obligées d'embaucher. Il y a un pourcentage, il y a une obligation pour les CAT. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que t'en as qui préfèrent payer l'amende que de s'emmerder avec un handicapé. Tout à fait. Ça, c'est vrai, je l'ai entendu dire. Ouais. Et s'emmerder avec un handicapé. Comment ça, s'emmerder avec un handicapé? Non, mais d'aménager leur. Parce que tu vas passer plus de temps avec. Tu vas peut-être avoir à lui expliquer, le mec il va avoir soit un handicap visuel, physique, etc. Tu vas obligé de faire des accès à l'entreprise alors que il y en a que ça gonfle au possible de faire ça. C'est des frais d'aménagement tout simplement, mettre une rampe d'accès, mettre un ascenseur, Est-ce que ça me servira? Si ce salarié part, est-ce que ça me servira? Pour eux ça n'a pas d'utilité. Donc ils préfèrent. Pourquoi il n'y a pas d'utilité? Ils sont pas si stupides que ça. Les handicapés, ils n'ont pas de stupidité. Écoute,
Je tiens à te préciser qu'il y a quand même quelque chose d'important, parce que toi, tu vois handicap seulement avec fauteuil roulant. Or, les handicapés, ils n'ont pas forcément des fauteuils roulants. Non, mais tu as aussi les cannes. Alors, quand tu vas à ce genre de spectacle, on te répond ça. C'est comme la semaine dernière, dans les 15 jours, je vais voir donc Les Intouchables au cinéma. Très bien, alors tu rentres déjà, première marche, à Châteauroux, première marche, pour rentrer. Ça commence bien. Pour aller à la caisse, t'as une autre marche. Après, on te regarde avec la gueule enfarinée en disant « Ah ben, de toute façon, c'est en haut, premier étage, à gauche. » Ils t'ont même pas regardé ou voir si tu marchais quelque chose ou si t'avais des soucis pour te diriger. C'était à passer au premier étage. T'avais 30 marches. Et au bout d'un moment, j'ai regardé la main, j'ai dit « Mais vous avez pas fait gaffe à quelque chose ?» Il m'a dit « Ah pardon !» Il m'a dit « Oui, effectivement, vous pouvez passer là, le long de l'escalier en bas et vous atterrissez tout en bas de la salle. » Oui. La seule différence, c'est que ce qui t'a envoyé, oui, c'est près de la sortie. Oui, tu te trouves en bas de la salle de cinéma. Donc ça, c'est pas un problème. Plutôt, c'est une bonne chose. Par contre, les toilettes, tu peux y aller. Il faut que tu prennes encore un étage avec des marches. Et l'établissement a été refait il y a un an et demi. Ça revient un petit peu au sujet qu'on a dit aussi des établissements, même des logements appropriés pour les handicapés. Ben voilà quoi. Il y a encore aujourd'hui, en 2011, des logements qui sont encore inappropriés pour les handicapés. Donc, grosse bataille pour ça aussi. Il n'y a pas forcément que ça qui cloche. Il y a des fois les intervenants, donc personnes qui sont aides ou aides ménagers. Enfin, un peu moins maintenant, parce que maintenant, ils les obligent à avoir certains diplômes. Oui, pour accompagner donc dans les ménages, amener faire les courses pour les personnes qui sont difficiles à se déplacer, quoi. Ça peut être ménage, repassage, faire les courses, la cuisine. Mais ce sont les ustensiles de la vie, quoi. Bah, tu sais ce qu'on les ustensiles, non, les... Et véridique, parce que ça m'est arrivé à moi, donc là, je peux aussi en parler en tant qu'handicapé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le logement que j'ai trouvé, c'est vrai que celui-là, au niveau éclairage, douche à l'italienne, etc., avec poignée, tout ça, c'était impeccable. C'est un logement qui avait été fait pour handicapés. Il y avait juste un petit détail pour les aidants, c'est qu'il y avait 3 marches pour aller dans une cour, où là, il y a un fil de séchoir. En plein été, on te colle du linge dehors. Oui. Et on te répond, de toute façon, vous pouvez aller le chercher. On n'a pas réfléchi que si tu vas le chercher, tu te casses la gueule, tu peux pas descendre. Oui. Et quand tu dis ça à l'employé d'aide à domicile, qu'elle n'a pas réfléchi, si tu veux, elle met le linge dehors, c'est une chose, mais quand elle part, elle pourrait le rentrer. Parce qu'elle revient pas le lendemain, peut-être 2 jours après, le linge, il peut être tombé, peut y avoir n'importe quoi. Changement de temps, ou ce que tu veux. Tu vois qu'ils n'aient pas le fonctionnement de dire je me mets à la place de la personne handicapée, ou de te mettre les casseroles le plus haut possible dans une cuisine, de tout te mettre en hauteur alors que tu peux pas y accéder, c'est rigolo. Ah bah je te comprends parce que je vis que ça. Alors donc moi j'en ai une. Moi j'en ai une aide à domicile donc. Alors tu vois c'est le genre d'aide, je pense que les gens savent pas faire gaffe si c'est comme un handicapé. Oui. Et ça. Parce qu'ils s'imaginent, comme je disais tout à l'heure, handicapé fauteuil. Et sauf que c'est faux. Handicapé, c'est pas fauteuil, c'est ça le problème. C'est faux. C'est pas que ça aussi, c'est toutes les catégories du handicap. J'ai une question, Laurent. Dis-moi, est-ce que c'est difficile de faire une demande justement pour avoir une aide qui puisse vous accompagner dans vos démarches, les courses, le passage? Ça, je peux répondre. Je peux répondre. Le premier dossier est difficile. Pas tout à fait, c'est faux. C'est faux parce que je l'ai fait moi. Je l'ai fait, je fais un premier dossier, je lui en accorde tout de suite. Du parfait de toi, mais je peux te dire que nous, tu demandes un truc, on te répond. Je vais te dire textuellement ce qu'on m'a répondu il n'y a pas dernièrement. On m'a dit de toute façon, vu la catégorie où vous êtes, on va peut-être vous baisser le nombre d'heures donc à la rentrée. On m'a dit donc on va se baser sur 22 heures. J'ai dit je fais comment en attendant? Ah mais non, on veut pas savoir. Et on reverra à la rentrée si on réétudie le dossier. Simplement, je leur ai dit gentiment, je vais faire la grève de la faim, comme ça je pourrais pas bouger, vous serez bien obligé de vous bouger le cul. Les résultats, ils n'ont pas changé le nombre d'heures. C'est quand même dommage d'en arriver là pour avoir un minimum syndical. D'accord. Et ça, je trouve que tu vois, c'est parce que par exemple, pour les dossiers que tu dis, ça dépend où tu le fais. Parce que moi, mon dossier, évidemment, j'ai ma reconnaissance MDPH, etc. Oui, parce qu'il faut expliquer comment ça fonctionne. Parce que d'abord, il faut faire un dossier MDPH, il faut le remplir. En plus, alors que je me souviens bien, je crois que c'est PCH. Normalement, il faut remplir parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut remplir. Il y a la carte d'invalidité, il y a la H, il y a le PCH.
qui est la fameuse aide au domicile, et il y a la carte de priorité aussi. Voilà, et la carte de priorité debout pénible. Voilà, donc on est obligé d'abord de remplir le dossier MDPH. Il faut attendre au moins 6 mois. Et on a une visite à la MDPH, donc que ce soit n'importe quoi, peu importe ce qu'on remplit, on a une visite, il faut qu'on aille à la MDPH au bout du 5e, 6e mois. Ça passe par la commission, mais par rapport au PCH, ce n'est pas tout, parce qu'il y a une visite à domicile. Oui. Voilà. Donc, alors moi l'année dernière, je me souviens, j'avais eu droit à une personne de la MDPH, j'ai eu droit à une psychologue. Et j'ai eu droit à une assistante sociale, je crois, si je me souviens bien. Et les trois étaient venus, et c'est elles trois, selon les difficultés du logement, selon ta difficulté aussi, ta difficulté personnelle et par rapport au logement, qui jugent en disant oui ou non, est-ce que oui ou non on décide tout ça. Moi, on m'a dit oui en 5 minutes, ça a été cash, moi, je sais pas pourquoi, mais en 5 minutes cash, j'y ai droit. Mais certains, il y a aussi des pièges, parce que il y a une personne qui a fait une demande, et elle a fait une bêtise, cette personne. Elle a dit oui, mais moi j'ai descendu, par exemple, elle me dit voilà, j'ai besoin d'une aide au domicile, mais elle a dit à côté oui, mais j'ai marché pendant 1 kilomètre en descendant et je suis remonté pour faire des courses, par exemple. Et ça passe pas, ça. Ah non, ça passe pas. C'est des choses à ne jamais dire. Ça, c'est des pièges à ne jamais dire devant une personne d'assistance sociale, tout ça. Donc, si on est vraiment handicapé, ne jamais dire ah ben j'ai marché pendant un petit kilomètre pour aller chercher des courses, tout ça. Donc ça passe pas. Voilà. Et c'était des pièges. Ça, c'est des pièges qui ne passent pas. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi loin de la misère, et faites un don pour ces mystères, médicaments soient améliorés. 36-37. Tu veux qu'on te prenne un somnifère pour aller bientôt se coucher? Non, c'est pas ça, donc tu veux aussi C'est pas encore. Les personnes handicapées, on a beaucoup parlé avec Laurent sur les problèmes de papier, d'accompagnement, et tout cela est difficile d'accès pour nos amis sur les questions du handicap, et on comprend très bien toute cette problématique. C'est pour ça qu'en donnant, ça permet à avoir des personnes qui vont vous accompagner dans vos démarches, vont vous accompagner dans la vie de tous les jours. C'est une aide ménagère, parce que en fauteuil roulant avec des cannes anglaises, aller faire ses courses, ça relève du combat quotidien, et donc on a beaucoup parlé, et il fallait vraiment faire une pause musicale pour dire que on est là, on soutient le Téléthon, on prévient, on fait la prévention sur le sida, on dit protégez-vous, mettez un chapeau, mettez pas de pastille, mais un préservatif. Un préservatif, le chapeau c'est un préservatif. Oula, oui, le somnifère commence à faire effet là, effectivement, le seul de pastille. Et moi je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui s'engagent aux côtés des personnes. Voilà, parlons des bénévoles. Des bénévoles et les bénévoles aussi des artistes qui œuvrent dans le silence et qui font un travail énorme. C'est vrai que chapeau à eux, parce que donner de son temps pour que ces personnes aillent mieux, que ces personnes fonctionnent mieux, et soient soulagées quelque part de leurs tâches par rapport liées au handicap, qui peuvent pas tout faire malheureusement. Ils essayent, on arrive aujourd'hui à aménager des appartements qu'ils soient accessibles. Certains handicapés, on va pouvoir toujours conduire un véhicule, retrouver des sensations qu'ils ont eues avant leur maladie, si elle est causée par un accident. Là, bon, c'est génétique, mais c'est une amélioration, et vivre bien sa vie, vivre bien dans sa peau avec le handicap, c'est pas impossible. Ça relève d'un défi, mais voilà, on peut
peut aussi vivre heureux avec son handicap malgré les souffrances. Et c'est ce bien-être là qu'on essaie d'apporter dans nos soutiens et de cette chaleur humaine, parce que c'est le côté humain qu'il faut privilégier. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les personnes qui sont handicapées, c'est les seuls qui arrivent jamais à se plaindre. Ils se plaignent jamais, on les entend jamais. Voilà, ils ont un courage extrêmement. C'est ça qu'il faut préciser. Je leur donne mon chapeau. Oui, je leur tire mon grand chapeau. Également. Aussi. Alors, comme tu dis, bénévole, donner de son temps, en plus sans rien attendre de retour et sans avoir rien de retour, parce que ça c'est énorme, c'est un grand courage qu'on doit respecter. De toute façon, ça c'est clair. Et tant qu'on y est, tant qu'on parle du bénévolat, c'est demain la journée du bénévolat. Demain, c'est la journée du bénévolat. Oui. C'est demain la journée. Oui. Ah, parfait. Mais justement. Alors, félicitations à tous ces bénévoles qui se mobilisent. Oui, donc un petit coucou à tous les bénévoles. Tous les bénévoles, merci à leur implication et même si c'est dans l'ombre, rien n'est inutile dans le don de soi envers la foi, envers la conviction plutôt. C'est une conviction, ce sont des valeurs humaines que nous avons et au service de la solidarité, au service de toutes les causes que l'on combat. L'essentiel, c'est que vous faites le 36-37 et que vous donnez pour faire progresser, avancer. Pour rappel aussi par internet, www.téléthon.fr. N'oubliez pas que ceux qui font les dons par internet, il y a 1 euro de plus reversé au Téléthon. C'est le marathon de chez BDC1 et de chez Tonton et avec Tonton René qui vous accompagne dans la joie, la bonne humeur le dimanche après. L'excentrique, c'est ça, c'est le coq, c'est l'âne, c'est le bœuf et c'est la poule l'agneau. Excentrique. J'avais regardé pendant un temps et je cherchais à savoir ce que ce mot excentrique, voilà. Comme equality, j'ai très vite trouvé c'est l'égalité. On peut dire que j'ai cherché une nuit pour trouver le nom. Quand même pour les auditeurs qui ne connaissent pas excentrique, qu'il faut pas oublier que excentrique c'est pas comme dans l'orthographe comme d'habitude EXCENTRI. Oui, j'ai privilégié une orthographe spécifique. C'est pas l'excentrique comme dans le dictionnaire. Non, c'est excentrique EXENTRIK. Voilà, je l'ai voulu court, je l'ai voulu anglo-européen, français. Et c'est pour ça que j'ai fait court et me démarquer un petit peu aussi de la langue de tous les jours, parce que excentrique c'est hebdomadaire, c'est pas forcément tous les jours. Et puis voilà, donc EXENTRIK comme on dit. Et la page Facebook est officielle, excentrique.fr. Et voilà, www.excentrique.fr, tout sur l'émission et tout sur ces chroniqueurs, pas crocodile, mais chroniqueurs adorés, dans de bonnes conditions, en forme et voilà, en forme pour votre travail. C'est la santé et rien à faire, c'est l'observer. Donc, ne pas être observateur, mais être acteur, voilà, dans l'action. L'action, c'est donc donné pour le Téléthon et 86 millions quand même de dons. Soit 2 millions de plus que l'année dernière. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est jamais assez parce qu'il est jamais assez de faire trop pour donner. On a toujours besoin de vous pour avancer dans toutes ces difficultés, ces soutiens et donc voilà, la mobilisation elle est perpétuelle autour le problème du handicap, parce que malheureusement ces maladies elles nous pourrissent la vie quelque part, et dès qu'on arrive à les occulter quelques moments, voire essayer d'arriver. C'est pour ça que j'ai passé une chanson au bout de mes rêves. Le rêve, c'est que chacune ne soit plus malade. Et c'est dans ce sens-là que j'ai passé ma musique. Ça va bien dans l'esprit excentrique, mais également aussi dans le